Bienvenue dans l'antépénultième épisode de cette émission. Programme rapide, je ne vais pas vous divulgacher l'épisode du jour. En revanche, je vous annonce que l'avant-dernier épisode, l'épisode 29, portera sur un résumé des ouvrages, citations et thèmes abordés dans les 28 premiers épisodes. Et le 30e épisode, et donc le dernier, sera un épisode très personnel sur mon parcours, à nouveau personnel, dans la foi chrétienne dont nous allons largement parler aujourd'hui. Voilà pour le programme des 3 derniers épisodes auxquels vous aurez droit. Cette semaine, nous avons commémoré le 11 novembre, et donc la mémoire de nos chers poilus auxquels je peux dédier cet épisode, est-ce possible ? Et là aussi, nous avons certainement pas célébré, mais commémoré là encore les 10 ans des attentats horribles du 13 novembre 2015, et notamment le Bataclan, qui est celui qui a sans doute le plus marqué, et les différents hommages plus ou moins louables et parfois absolument honteux qui ont pu être prononcés et avoir lieu sur notre territoire 10 ans après ces événements absolument atroces. J'ai noté dans mes notes, justement, avant d'entamer réellement ce podcast, que la gauche est profondément narcissique. Je ne sais plus pourquoi cela m'est venu dans la semaine, ce qui la rend parfaitement incapable d'autocritique, et c'est pour cela qu'ils ne peuvent entendre aucun autre son de cloche que le leur, auto-persuadés qu'ils sont d'être justement les cloches. The bells of Notre-Dame. Voilà, c'est eux, mais sans le côté religieux, magnifique, séculaire, voire millénaire. Je plaide dans le désert, 28 épisodes après, tant pis, voire dans les décombres, tant pis. Mes décombres au moins ont un passé, ce sont les ruines de l'histoire avec un grand H et certainement pas le préfabriqué où se terrent les sans racines, les sans terres, les sans terreaux. Cette terre française, c'est la mienne, je l'aime et je la défends. Si cela doit faire de moi un paria, alors soit. Amen, je persisterai et signerai, seul dans mon beau désert français où malgré tout, il fait encore bon vivre. Mais le silence est un oiseau au cœur qui bat encore. Voilà pour un second hommage à Tchéky Karyo, qui en plus d'avoir été plutôt un excellent acteur, fut un très bon chanteur avec de belles paroles et de belles mélodies qu'il a rédigées. Enfin, je pense et j'espère que c'est lui qui les a rédigées. Reprenons. Vous avez le choix aujourd'hui entre une vie de liberté avec des risques ou une vie aseptisée. Nous allons en reparler aujourd'hui. La critique, l'autocritique que je pourrais faire serait facile. Pourtant, sur le terrain, je suis présent avec mes idées à contre-courant. Je me mouille déjà là-bas et ici également, tout de même. Là-bas, dans mon métier hors antenne, et ici, à l'antenne. Mouillez-vous d'ailleurs la nuque avant d'écouter cet épisode. Je suis également surpris par un autre point. Vous savez que ce sont les points que j'aborde très rapidement avant de passer à l'émission proprement dite. On nous demande, avant de nous inscrire à un trail, un ultra trail, un moyen trail, de participer aujourd'hui à ce que l'on appelle un parcours santé en ligne. Je suis toujours surpris lorsque je le fais de n'entendre dans leur mini-capsule vidéo nulle là, de ne jamais entendre, mais soyez fiers déjà, soyez contents de vous inscrire à un trail, c'est bien, vous allez prendre soin de votre santé. Non, ça n'est que du négatif. Faites attention, il y a des risques cardiovasculaires. Si vous avez la moindre blessure, la moindre tension, allez voir un cardiologue. On sait bien qu'aujourd'hui, si tu veux voir un cardiologue, tu vas être sur liste d'attente pendant 4 à 7 ans, mon petit loup. Bref. Je tombais aussi sur une des rares fois où j'ai le malheur d'allumer une télévision. Je tombais sur une émission qui nous présentait des chiffres disant que 8 Français sur 10 seraient atteints de mal de dos. Là encore, on a parlé des biais
la semaine dernière. Il n'y avait absolument aucune présentation des biais potentiels de cette étude. Parmi ces 8 Français sur 10 soi-disant atteints de mal de dos, quelle est la proportion qui a souffert de mal de dos pendant un mois, qui a fait les choses ensuite correctement et n'a plus jamais eu mal au dos? On ne sait pas. Lesquels ont eu mal au dos pendant 10 ans et ont encore mal au dos aujourd'hui? Lesquels ont mal au dos parce qu'ils sont en surpoids et ne font pas de sport? Et évidemment, on ne faisait que fustiger le fait qu'aujourd'hui, et ce n'est pas faux, on a du mal à avoir accès à des spécialistes, mais absolument pas ce que les gens peuvent déjà faire à leur échelle. Adopter de meilleures postures, arrêter de rester assis pendant des heures et des heures avachis devant un écran, faire du sport, marcher déjà. Bon, bref. On est encore sur des Français qui se plaignent de trop travailler, d'en faire trop. Une vraie population de fragiles, c'est triste. Je suis là, I'm there. J'ai mené le combat dans l'ombre, maladroitement peut-être, de manière incomplète peut-être, mais j'aurais été, il me semble, je crois, le premier des enseignants dans le monde public à me mouiller autant avec ce point de vue-là, critiqué sans même le moindre débat. Donc voilà, j'aurais été, je l'espère, le pionnier qui sera peut-être déterré. Un jour, en tout cas, tout sera encore disponible après moi. Et ça, c'est beau. Bonjour, bonsoir les loups et loulous gris, parce que vous savez combien il y a de nuances dans le gris, bande de coquins. N'oubliez toujours pas de ne pas être un pauvre gris, un pauvre loup gris moyen sur tous les sujets pour éviter de faire des vagues. Osez les nuances fortes et assumées, à condition qu'elles soient argumentées, et évidemment. Bienvenue dans l'émission Prof de droite, notre émission distribue des uppercuts éducatifs avec élégance et bienveillance adroitement mesurées. Les pains sains, secs et sans raisin ni résidus distribués lors de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues bretonnes les plus fraîches, les vagues basques les plus hautes, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de nos belles régions, tout ceci enfin en passant par la plus belle d'entre elles, l'Alsace. Cette émission est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain, dans un esprit sain au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée pour une nation éduquée, bien éduquée, capable de maintenir et de se maintenir dans le temps et non de sombrer face aux affres du temps. Je m'astreins avec vous à une discipline de transmission non seulement à mes élèves mais à vous également. Nous luttons ici en anonyme avant tout contre ceux qui souhaiteraient, emplissent déjà les cerveaux de nos enfants, de vos enfants et adolescents notamment, visage selon moi de la souffrance de ce pays, de valeurs terribles, antinaturelles, ce qui se nomme manipulation d'esprit en cours de formation, dont nous enseignants avons la charge, ou bien plus tranchant, plus clair, pédocriminalité, puisqu'il s'agit bien de destruction de cerveau et d'esprit manipulable par définition lorsqu'il s'agit de jeunes cerveaux, ce qui est parfaitement impardonnable. Nous ne cédons point aux pseudo-dictats moraux, aux conséquences catastrophiques sur cette même jeunesse. Nous montrons la voie séculaire, ardue mais gratifiante, une nation qui traite aussi mal sa jeunesse est vouée à disparaître. Retrouvons ensemble un peu de sérénité dans le débat, car là aussi, toute nation divisée contre elle-même sera réduite en désert. L'impossibilité de débattre est affolante, affligeante et gravissime. Nous poursuivons et poursuivrons sans cesse le but ultime de vaincre le nihilisme ambiant, qui est notre principal adversaire. Promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive sortie de la torpeur, négativité, pensée unique et passage à l'action, voilà les mots-clés de cette émission. En ces temps troublés, il nous faut absolument prendre le taureau par les cornes, être capable d'aller au combat, avec pour seule différence notable le fait de ne point haïr nos adversaires. Nos adversaires, ils sont nombreux, on peut haïr leur folie, leur péché, leur aveuglement, mais pas leur personne, que nous devons aimer sincèrement, puisque nous devons garder foi, amour, espérance pour eux,
en espérant leur conversion un jour, leur conversion future. Comme vous l'avez remarqué, j'ai supprimé les transitions musicales et les petits jingles que j'avais effectivement promis de réenregistrer un jour, mais je ne l'ai pas fait. Tant pis pour moi, tant pis pour vous. Première partie donc, aujourd'hui, quelle éducation veut-on ? Peut-on espérer éduquer au risque ? Est-il intéressant de préparer les enfants à défendre et à se défendre ? Quelle éducation souhaite-t-on aujourd'hui ? Posons le cadre. Ma position personnelle. Allons-y. Je suis enseignant dans le public, je suis un ovni absolu et absolument revendiqué dans le paysage dominant parmi les enseignants. Un catholique convaincu, je suis très discipliné, j'allais dire extrêmement, mais non, très discipliné, j'ai encore des progrès à faire. Par le sport, la lecture, la religion, etc. Conservateur dans le sens de l'attachement à l'histoire, à mon histoire avec un petit H et à la grande histoire de notre grand pays avec un grand H, à mes racines, un écologiste mais pas idéologique, je pense à l'écologie du foyer, au respect de la nature et certainement pas à la folie du CO2. Je ne développerai pas ce sujet. La tension actuelle dont nous allons parler, dans un contexte éducatif extrêmement aseptisé. Si je veux utiliser un anglicisme, je dirais safe. On veut à tout prix que tout soit safe, technocratique et standardisé. Je propose plutôt une éducation plus risquée, exigeante, élitiste, qui prépare et préparerait plutôt les enfants non seulement à réussir, mais aussi à défendre des valeurs et vertus, à être solides moralement, physiquement et intellectuellement. Ce sont des sujets qu'on a déjà abordés dans de précédentes émissions, mais que je vais aborder à nouveau sous un angle légèrement différent. Ce sujet est urgentissime selon moi. Je vais revenir très rapidement sur l'expérience du quorum, puisque je me souviens, j'ai été traumatisé par les affiches que l'on mettait dans les couloirs des écoles avec des enfants qui étaient littéralement dans les bulles. Vous savez, les bulles qu'on retrouve dans les fêtes foraines, dans lesquelles, si vous êtes comme moi, parfaitement malsain, n'est-ce pas ? Vous avez toujours rêvé de shooter, c'est ça, n'est-ce pas ? Et de vous faire des gros plaquages entre frères ou entre cousins. Donc bref, on faisait des schémas où les enfants étaient enfermés dans des bulles comme ça et on leur interdisait de jouer, avec beaucoup de guillemets, à moins de 2 mètres les uns des autres. On leur faisait porter le masque, ce qui a eu, j'en suis sûr, des conséquences catastrophiques sur le développement de l'empathie dans notre jeunesse et un isolement même des enfants puisqu'il y a même eu des confinements. Cela a montré les limites, selon moi toujours, de l'asepsie sociale. L'école ne doit pas être un lieu où l'on surprotège au nom de la sécurité à court terme pour, je suis désolé, je m'en excuse, sauver quelques vieux en mauvaise santé qui n'ont pas fait les efforts dans leur jeunesse. Vous savez que dans l'immense majorité, ce que je dis, c'est vrai. Bien sûr, il y a des exceptions statistiques, évidemment, mais cela ne vaut pas le coup, c'est mon point de vue, de sacrifier la jeunesse pour, encore une fois, une maladie qui a tué, si mes calculs sont bons, Sherlock, 5 fois plus qu'une grippe. Quelque chose comme ça, 10 fois plus au maximum. Donc, sans former à la responsabilité, au courage, à l'autonomie nos élèves, selon moi, nous sommes fichus. Vous avez vu le nombre de fois où je dis selon moi. Je ne prends pas de pincettes, mais par contre, je vous rappelle que c'est une opinion et que j'espère que dans ce pays, on peut encore partager une opinion, même si elle est divergente et que je vous invite à débattre si vous en êtes capable avec des arguments présentés correctement. Le fond philosophique du propos. Quelques idéaux classiques. Je reviens sur le kalos kagatos, l'idéal de l'homme complet. Le concept grec du beau et du bon désigne l'unité de la beauté physique et de la vertu morale. Cet idéal implique un développement harmonieux du corps et de l'âme, une éducation physique, une formation morale et de l'exercice intellectuel. Dans l'éducation antique, ce modèle visait à former des citoyens vertueux, harmonieux, capable de responsabilité, de courage, d'équilibre intérieur. Dans le contexte éducatif d'aujourd'hui contemporain, reprendre cette aspiration signifie
Ne pas sacrifier le corps comme on le fait beaucoup trop souvent dans le contexte français. On préserve le sport, la discipline corporelle, l'hygiène de manière générale, au profit exclusif du mental. Cela signifie éduquer des êtres forts, beaux et bons. La vertu de la modération et de la sagesse en pratique. Un concept que je vais tenter de vous prononcer en grec qui se nomme sophrosine, j'espère ne pas dire d'énormité, désigne la modération, la maîtrise de soi, l'équilibre entre excès et carence. Et je vous ai déjà dit que normalement la différence entre un adulte, un enfant ou adolescent, puisque l'on garde les termes, je ne vais pas revenir sur 1984, les termes, pardon, nous gardons les termes. Vous n'êtes pas un adulte entre 0 et la fin de votre vie. Vous êtes d'abord un nourrisson, un bébé, un jeune enfant, un adolescent, un adolescent si vous voulez, puis enfin un adulte. Et même après, une personne âgée et sage, etc., etc. Donc, ce concept est la sagesse mise en pratique. Ce n'est pas seulement savoir, mais plutôt savoir agir également dans les circonstances que nous donne le monde. Affronter le monde avec les variables qu'il vous donne. Et être capable donc de faire des choix moraux éclairés. Ces idées sont centrales pour une éducation non aseptisée, apprendre aux élèves à réfléchir, à résister à la facilité, à prendre des décisions courageuses, à vivre selon des principes plus élevés que la satisfaction immédiate. Et comment voulez-vous avoir des futurs adultes courageux dans une école où les enfants vivent à huis clos dans un monde parfaitement aseptisé? L'excellence et la formation du caractère. C'est la réalisation du potentiel et de la vertu. L'éducation ne doit pas seulement instruire, mais aussi former. Pas uniquement des savoirs qu'on va vous bourrer dans le crâne, ça on peut le faire avec un ordinateur, mais vous avez une âme. Et vous devez avoir un caractère, plus ou moins bien trempé, mais au moins un caractère qui fait de vous autre chose qu'une machine. Le devoir de catharsis chez les Grecs anciens, purifier l'âme des passions excessives, ce qui doit vous différencier des abrutis de vous savez quel bord politique, grâce aux arts notamment, à l'éducation du corps également, afin que l'homme puisse accéder à la plénitude. Être capable d'affronter le risque en refusant justement l'aseptisation pédagogique. Danger de la surprotection et de la standardisation. L'éducation trop sécurisée, les masques, les bulles, la séparation, je reviens sur la crise du rhume, est un exemple concret. Cela prépare peu, voire pas, à l'autonomie, au jugement, à la confrontation, à la réalité. Là encore, je pourrais revenir sur le fait que nous ne sommes absolument pas en démocratie, puisque quel poids a eu votre voix, que vous ayez été absolument pour la surprotection ou contre la surprotection, de toute façon, votre voix n'a pas eu le moindre impact. L'aseptisation excessive produit des individus fragiles, non préparés à faire face aux défis de la vie. Et ça, je vous mets au défi de me dire le contraire. En tant qu'enseignant, je défends l'idée d'un pari sur la jeunesse, leur donner des responsabilités, des défis, des limites, certainement pas pour les briser, mais au contraire, pour les fortifier. Préparer les enfants à défendre et à se défendre, physiquement, par le sport, par des activités de plein air, par des classes en extérieur, des ateliers manuels, du bricolage, de la discipline, des activités de lutte, de combat, etc. Cela forge la résilience, l'endurance, la capacité à travailler avec ses mains, à créer, à réparer. Intellectuellement, une éducation au débat, à la pensée critique, réelle, puisqu'aujourd'hui, les profs honnêtes savent que nous n'avons pas le droit de faire avoir certains débats aux élèves, alors que ça pourrait être intéressant, me semble-t-il, à la lecture exigeante, à la philosophie, à l'éthique. Ne nous contentons pas des compétences pratiques, mais cultivons des esprits forts, capables de défendre des idées, de résister à l'idéologie dominante. Moralement, il s'agit d'inculquer le sens de l'honneur, de la responsabilité, du service, de la fidélité, de la communauté. Là aussi, je reviens sur les sports de combat. Je rappelle que le rugby, la soule, etc., ce sont des sports de combat collectifs, ce qui est extrêmement intéressant. Former des individus non seulement autonomes, mais aussi solidaires, capables de se sacrifier, et oui, pour autrui, de protéger les plus faibles. Lorsque nous réalisons les PPMS,
j'explique aux élèves pourquoi c'est moi qui suis derrière la porte. Et ça me semble absolument naturel. L'élitisme, la sélection naturelle, le débat difficile. Mais allons-y. Faut-il accepter une forme de sélection ? Selon moi, oui. Il pourrait y avoir une sélection plus ou moins naturelle dans l'éducation. Certains enfants seront davantage appelés à exceller dans des voies intellectuelles, d'autres dans des voies physiques, d'autres dans des voies manuelles. Et ce n'est pas, que sais-je, sexiste ou que sais-je encore. C'est juste la nature et nous ne pensons pas, auditeurs de ce podcast, je l'espère vous également, nous trouver au-dessus de la nature. Ce n'est pas injuste, mais mérité, justement. Faire passer un peu le mérite au-delà de l'égalitarisme forcé. Nous valorisons l'effort, l'engagement, la discipline. Cet élitisme fondé certainement pas sur l'origine, mais sur les capacités réelles, la vertu, le travail et la contribution. Cet élitisme doit être vertueux s'il vise non pas la domination, mais le service. Ceux qui sont formés doivent être aussi les serviteurs, les piliers de la société. Je reprends l'idée d'un roi qui doit être capable de mener ses propres batailles. Vient alors la question très délicate de comment inclure la fameuse inclusion du handicap sans tout briser. Reconnaissons que les enfants en situation de handicap, qu'ils soient temporaires ou permanents, mais sans que cela devienne une excuse pour abaisser systématiquement les exigences. Et surtout en incluant de force le handicap sans donner même les moyens que cela ait la moindre chance de réussite. Proposer des aménagements, des moments dédiés, quelques parties de journée, des projets spécifiques menés avec eux pour travailler, ce qui est parfaitement intéressant, je le reconnais absolument, pour travailler le vivre ensemble, renforcer la solidarité réelle, j'avais déjà parlé aussi du service militaire avec cette visée-là, mais aussi offrir des défis adaptés afin que chacun progresse. Et ne pas uniformiser de force ce qui de toute façon ne marche pas, acceptons-le. La force d'une éducation exigeante, c'est plutôt d'accepter la diversité des talents, des cadences et des forces. L'objectif est de pousser chacun vers le haut, vers son excellence, selon ses moyens, sans jamais niveler vers le bas. Ce qui est encore extrêmement complexe, j'en suis parfaitement conscient. Quelques méthodes concrètes. Discipline, nature, création. Discipline de fer. Au départ, une main de fer dans un gant de fer, comme dirait Léo Dagan. Au début, il nous faudra instaurer une rigueur forte. Les horaires, le respect, le travail, manuel, le sport, la méditation ou la prière. Oui, l'école publique. Et mise en place de routines. Si vous demandiez à mes élèves quel est leur emploi du temps, ils vous diraient que c'est extrêmement rythmé et routinier. Quitte à ce que parfois ce soit un peu ennuyeux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Cette phase vise à créer des habitudes, à éduquer à la volonté, à inculquer l'idée que le respect, l'effort et l'ordre ne sont pas des faiblesses mais des forces. Ensuite, à mesure que les élèves grandissent et mûrissent, on pourra assouplir. On donnera davantage de responsabilités, davantage d'autonomie, des projets libres, mais toujours dans un cadre clair et surtout dans un second temps. Ce n'est pas dès le départ qu'on laisse les élèves libres de placer l'anarchie en classe. On va le dire comme ça, pour le dire plus ou moins poliment. La classe en plein air, le bricolage, les activités manuelles. Proposons des classes à l'extérieur, dans la forêt. Ouh là là, c'est risqué la forêt. Oh là là, il y a des tics, il y a des... Si vous saviez ce qu'on entend parfois à la moindre sortie de la part de parents ou de la part de notre chère hiérarchie, c'est aberrant. Bref, pour reconnecter les enfants à la nature, à la réalité, au rythme des saisons, et même au rythme d'une journée. Les ateliers manuels, bricolage, menuiserie, jardinage, réparation, construction, non seulement pour développer des compétences techniques, mais aussi pour former la patience, la créativité, vivre dans le moment présent, le sens de l'œuvre, le respect de la matière et la fierté de son travail accompli. L'écologie du foyer, éduquer aux soins, à la responsabilité, à la beauté simple de la nature, montrer que la préserver, la réparer, l'entretenir, c'est un acte éminemment moral. Respect et autorité, aucune tolérance pour le manque de respect, mais un amour exigeant.
L'autorité de l'enseignant ne se fonde pas sur la domination arbitraire, mais sur le fait qu'il est un adulte qui sait, ou en tout cas doit savoir, un exemple, ou en tout cas doit représenter un exemple, la cohérence, à condition d'être lui-même un exemple de cohérence physique comme intellectuelle, voire spirituelle, et un modèle de vertu. Bon, combien d'enseignants le sont réellement ? Autre question, autre débat, autre sujet. Le manque de respect ne doit pas être banalisé, il sape l'ordre, la communauté, la dignité. Une éducation exigeante veut des enfants honorables, non pas soumis, mais responsables. Et s'ils doivent être soumis dans un premier temps, ce sont des enfants. Merde. En même temps, l'amour exigeant signifie que la fermeté va de pair avec le souci pour l'élève. Et c'est ça finalement l'aimer réellement, plutôt que de dire va et fais ce que tu veux. On n'est pas encore sur Saint-Augustin, d'accord ? Le M et fais ce que tu veux, il vient après, justement une fois que l'on est ordonné. Et oui, pas dès le commencement. Le but est la croissance et non la pure obéissance. Ce n'est pas nous qui sommes 1984, ni Fahrenheit 451. Valeurs transversales, force, honneur, hébertisme et communauté. Force et honneur. Valoriser la force non comme violence mais comme capacité à défendre le faible, à protéger, à se sacrifier si nécessaire, à servir. Et c'est là, lorsque l'on est fort, que l'on peut tendre l'autre joue, si besoin. L'honneur guide la responsabilité. L'hébertisme et Tissier, dont je vous avais parlé pour l'hygiénisme. Inspirons-nous de philosophes d'éducation physique. Et oui, philosophes d'éducation physique. Oh là 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 là. Georges Hébert, par exemple, ou Philippe Tissier, qui prônent le développement physique, l'utilité sociale, l'autonomie, l'adaptation à la nature, l'hygiénisme, une éducation par le mouvement, le plein air, la fraternité, l'entraide, la communauté. Nous ne formons pas uniquement des individus, mais des citoyens, des frères, des compagnons. Le véritable vivre ensemble ne naît pas d'une égalité forcenée artificielle ou d'une homogénéité, mais d'un engagement libre, d'un partage de valeurs solides, d'une solidarité active. Les dangers à surveiller et les objections possibles. Critique de l'élitisme, certains pourront dire que nous creuserons les inégalités, mais vous voyez bien aujourd'hui que c'est faux, puisque malgré l'égalitarisme forcené, nous ne faisons que creuser les inégalités plus encore. Nous répondons donc que l'élitisme est vertical, plutôt donc quittons ce monde désespérément horizontal. Il n'est pas fermé, il est fondé sur la vertu, pas sur l'argent ou le pouvoir. La laïcité, blah. Enseignant public, je dois naviguer prudemment, si ma vision est religieuse. Mais j'ai déjà parlé d'éduquer aux valeurs religieuses sans forcément trop aborder le sujet de la religion. Le projet éducatif doit être formulé en termes universels, blah, et mondialistes, blah, et non imposé comme doctrine. La sécurité, certains risqueront, c'est sûr, d'arguer que prendre des risques, c'est dangereux. Mais l'objectif n'est pas l'exposition imprudente, c'est une formation encadrée progressive avec des consignes et une responsabilité. Les ressources des classes à l'extérieur, moins de matériel, moins de temps, plus d'engagement d'enseignants engagés. Il n'y a même pas forcément besoin de moyens plus que cela, à moins que vous soyez vraiment dans des endroits où le premier espace vert est à des kilomètres. Et là, il vous faudra un projet pédagogique soutenu, des partenariats, des mécènes ou des initiatives locales. Inclusion des élèves en difficulté, la tension entre rigueur et accompagnement peut être perçue comme exclusion pour certains. Peut-être faudra-t-il l'admettre tout simplement. Il faut clairement un chemin d'accompagnement personnalisé sans abandonner l'exigence. En conclusion, il s'agit pour moi de l'éducation de l'avenir. Elle peut sembler risquée, oui, mais c'est une prise de pari sur l'homme, sur la liberté, sur la responsabilité. C'est une éducation qui ne vise pas à lisser, mais à forger. Forger des esprits, des corps, des cœurs. Une éducation fondée sur l'idéal du kalos kagatos, sur l'honneur et pas sur la pseudo-sécurité, la standardisation ou le confort. J'appelle à faire confiance aux jeunes, leur donner des défis, des responsabilités, des terrains d'expérience réels, les préparer à défendre ce qui compte réellement, la virilité pour certains, la vérité, la beauté,
le bien et la communauté. Aucun de ces mots ne doit être un gros mot. Cette éducation peut enfin être un acte de service, non seulement pour eux, mais pour la société, des citoyens forts, réfléchis, capables de tenir debout la colonne vertébrale, solide et droite, verticale vers le haut. Ils seront capables de prendre des décisions et de contribuer au bien commun. Deuxième partie, étude de 2 ouvrages dans ce pays de menteurs où l'on nie l'histoire avec un grand H, les racines chrétiennes, oui, de la France, où les liens ont été coupés. Il est nécessaire de se souvenir de commémorer ce qui a produit du beau dans ce pays. Et pareil, je vous attends pour répondre à cette question: qu'y a-t-il de plus beau que ce qui nous vient du christianisme dans ce pays? Est-il obligatoire de retourner au Christ pour en produire à nouveau? Je ne le sais pas, mais je suis certain en revanche que cela ne pourra qu'aider. Là, nul besoin de se mouiller pour en être parfaitement, absolument. Oui, je suis absolu comme le Christ lui-même. Non pas que je me considère au Christ, mais simplement le Christ lui-même fut absolutiste et révolutionnaire, intransigeant, exaspéré par ses disciples, capable de dire « moi non plus je ne te condamne pas », mais aussi d'ajouter « va et ne pêche plus », et enfin de donner une citation que j'ai plusieurs fois donnée dans cette émission: « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Il n'a jamais renié, malgré ses douleurs, malgré ses émotions humaines et la peur qu'il a pu ressentir. Pourquoi revenir à Jean Dauja, auteur des 2 ouvrages que nous allons étudier aujourd'hui? Dans un pays où l'on nie de plus en plus l'histoire, les racines chrétiennes sont volontairement oubliées et ridiculisées. Il devient essentiel de se souvenir de ce qui a engendré tant de beauté, tant de culture, tant de civilisation. Les liens avec la source chrétienne ont été tristement coupés, la mémoire, la transmission, la cohérence intérieure, tout cela s'est délité. Et sans ce lien essentiel, nous voyons bien aujourd'hui une société dans laquelle justement le lien a disparu et où le communautarisme de plus en plus violent et avec de plus en plus de communautés règne tristement. Faut-il nécessairement revenir au Christ pour que la France, ou plus largement l'homme contemporain, retrouve sa fécondité spirituelle et morale? Est-ce indispensable pour produire à nouveau du beau? Je l'ignore, mais une chose est certaine, s'en rapprocher ne peut qu'aider, et même aider puissamment. On ne risque rien, on ne peut que gagner à revenir vers la source. On risque en revanche beaucoup à s'en éloigner. Car le Christ lui-même, que vous le vouliez ou non, comme je l'ai dit en introduction, a été un être d'absolu, absolutiste, révolutionnaire, intransigeant. Pas par mépris ou dureté, mais par fidélité absolue à sa mission et par amour absolu des hommes. Il a connu de vraies émotions humaines, comme je le disais. Pour comprendre cela, pour retrouver une vision intellectuellement solide, cohérente, réaliste de la condition humaine, l'œuvre de Jean Dauja est d'une clarté lumineuse. Mini-biographie: Jean Dauja, XXe siècle, fut un philosophe et enseignant français, fondateur du Centre d'études religieuses. Profondément enraciné dans la tradition catholique, il a consacré sa vie à rendre accessible à tous une compréhension rationnelle et structurée du christianisme. Ses œuvres restent assez ardues, très intéressantes, pas forcément très agréables à lire, pas fun comme dit le connard inculte que je suis, qui utilise des anglicismes. Ces 2 ouvrages majeurs dont nous allons parler aujourd'hui, que j'introduis ici, Connaître le christianisme et Vivre le christianisme, vous sentez bien que c'est la suite quand même, sont devenus des références publiées au début du XXIe siècle. Non, du coup, je dis une bêtise, publiées fin du XXe siècle, mais qui ont dû être republiées au début du XXIe siècle, c'est plutôt ça, sont devenus des références pour des générations de catholiques cherchant à unir l'intelligence et la vie spirituelle. Dauja n'est ni un théologien spéculatif, ni un moraliste desséché, c'est un pédagogue du réel, un artisan de clarté. Et ces 2 ouvrages m'ont été vivement conseillés par l'abbé Raffray, que je salue si un jour il glisse une oreille par ici. La vision chrétienne de l'homme: liberté, perfection, responsabilité. L'un des points centraux est le suivant: l'homme est maître de ses actes.
Ces actions ne sont pas neutres, elles peuvent le perfectionner ou au contraire le dégrader. Autrement dit, la liberté humaine est une liberté responsable. S'il suit c'est dur à dire ça. S'il suit ce que son intelligence reconnaît comme un bien réel et durable, l'homme s'élève. S'il se détourne de ce bien et choisit le mal moral, c'est sa liberté, la fameuse, il s'abaisse et en paye tôt ou tard les conséquences. La fausse liberté moderne, justement, l'homme, esclave de ses pulsions. L'homme contemporain se croit plus libre lorsqu'il échappe à la loi morale, mais ce n'est qu'une illusion. Celui qui refuse l'effort moral devient, selon Doja, et je suis parfaitement en accord avec ça, esclave de sa sensibilité, esclave de ses caprices et de ses émotions, de ses nerfs, de ses instincts, de ses passions, de ses pulsions. Il agit alors selon ce qu'il croit être une nécessité aveugle, déterminé par ce qu'il ressent et non par ce qu'il pense. La vraie liberté, au contraire, c'est se déterminer par sa raison, c'est-à-dire par la compréhension du bien. Cela demande un effort, oui. La vie morale est alors une conquête et non un état spontané facile. Le rôle de l'éducation formait des volontés fortes. Nos connaissances, y compris la compréhension de la loi morale, s'acquièrent lentement. La volonté, elle aussi, se forme par l'effort répété. C'est précisément le rôle de l'éducation, faire dès l'enfance ces efforts qui deviennent des vertus, c'est-à-dire des forces intérieures, rendant la volonté capable d'agir. Une volonté sans vertu est incapable d'action. Une liberté sans discipline n'est qu'une façade. C'est tout ce que nous abordions à la première partie. La question de Dieu, rationalité, cause première, nécessité, preuve de l'existence de Dieu. Pour les sceptiques qui tomberaient sur ce discours ou ce podcast, cette émission Doja est limpide. Il ne s'agit pas d'un pari vague ou d'une intuition poétique. Il suffit pour affirmer Dieu que l'univers existe et qu'il est impossible qu'il existe par lui-même. Rien ne peut être cause de soi, rien ne peut recevoir l'existence de rien. L'univers n'est pas nécessaire, il aurait pu ne pas être, il faut donc une cause première qui est éternelle, nécessaire, indépendante et possède l'existence par elle-même. Cette cause, vous l'avez compris, j'espère, c'est Dieu. Un Dieu qui transcende le temps, l'espace, le changement, la contingence et qui, lui, est seul à ne pas avoir besoin de cause. L'étonnante histoire du christianisme, une doctrine sans séduction humaine. Doja insiste, on ne peut pas expliquer le triomphe du christianisme par le hasard, par un prétendu charme ou par une séduction naturelle. Au contraire, la doctrine du christianisme est intransigeante, exigeante, difficile. Elle dépasse les forces naturelles de l'homme, elle mortifie les passions, elle ne fait aucune concession aux faiblesses humaines. Tout aurait dû détourner l'homme du christianisme, surtout l'absence de moyens au départ, et pourtant ce dernier a converti des peuples entiers et a fait naître dans l'histoire des vies de sainteté objectivement impossibles à la seule force humaine. Cette réussite est un signe en soi, au-delà du fait même que les lois qui régissent l'univers sont absolument hors de portée du hasard. Le mal, la souffrance et la providence. Dieu ne veut jamais le mal, mais il peut le permettre pour en tirer un bien plus grand. Le monde contemporain, lorsqu'il se détourne de Dieu et de sa loi, expérimente concrètement les conséquences de cette révolte. Déshumanisation, solitude, fragmentation du lien social, idéologie destructrice. Mais attention, cette acceptation chrétienne de la souffrance n'est pas un stoïcisme. Elle n'est pas une excuse pour rester passif. Nous sommes des pessimistes actifs, comme je l'ai déjà dit. Le chrétien doit agir à son niveau local, pour faire le bien, lutter contre le mal, éclairer là où il est. Le faux humanisme moderne est un piège mortel. Doja met en garde contre l'humanisme contemporain qui prétend fonder la destinée de l'homme sur son seul développement personnel. Livrée à elle-même, la seule nature humaine est pécheresse, marquée par le repli sur soi. L'homme est un être social, il ne peut vivre comme enfant de Dieu en individu isolé, malgré la tentation de fuir un monde malade pour se retirer dans sa bulle. Et c'est même, encore une fois, je reviens dessus, ce que l'on a demandé, ce que l'on demande parfois encore, ce que l'on a demandé en tout cas, à des élèves durant la famosa crise del Covido. Nous sommes face à un choix historique, abandonner le christianisme et être submergé tôt ou tard,
soit par le nihilisme, soit par une autre religion plus vivante, plus affirmée, dont je ne parlerai pas ici, ce n'est pas le propos, vivre un christianisme militant, conquérant, cohérent, joyeux, assumé. La vraie liberté, orienter son amour vers le bien suprême. Dis-moi ce que tu aimes comme ton bien suprême et je te dirai ce que tu vaux. Citation de l'ouvrage. Ce que vous aimez fait ce que vous êtes. Vos études, votre style, votre langage, votre façon de vous présenter, vos efforts, votre travail, votre quête d'harmonie, ou bien l'inverse. Choisissez votre camp, camarade. Celui qui se croit libre parce qu'il fait ce qui lui chante est l'esclave de la politique, de l'argent, des modes, des pulsions et des émotions. Une société fondée sur le contrôle total, sur le Big Brother permanent n'a aucun avenir. L'amour ne peut être que libre et librement choisi et exprimé. Aimer Dieu, combattre le mal, saint Augustin disait « Aime Dieu et fais ce que tu veux », car l'amour de Dieu transforme la volonté. Ce qu'il nous fait vouloir est forcément bon. Plus nous aimons les pécheurs, plus nous devons combattre leurs péchés, non pour les écraser, mais pour les conduire à leur vrai bien, et donc aider nos prochains, même s'ils sont pécheurs, plus encore s'ils sont pécheurs. Cette vigilance consiste à tourner notre amour vers Dieu, donc vers le vrai, le beau, le juste, qui ne sont pas subjectifs, et par conséquent haïr le mal, non les personnes. Dieu nous laisse libres. Le mal peut donc advenir, mais nous devons refuser de fermer les yeux. Ne pas nommer le réel, ne pas dénoncer le mal par peur ou par confort, c'est de la lâcheté. Vous savez ce qu'il s'est passé la semaine dernière, je ne pense pas avoir besoin de revenir dessus. Jésus, le Christ, n'a jamais été lâche. La prière, le travail, la vie ordonnée, une offrande. Priez, méditez, si le mot vous effraie. C'est la clé de la vigilance. Et vous êtes français, la vigilance doit vous toucher. Mais le travail aussi est une forme de prière. Celui qui ordonne toute sa vie à Dieu prie toujours, disait saint Thomas d'Aquin. Ainsi, l'effort quotidien devient reconnaissance. Se former, étudier, fonder une famille, cultiver l'élégance extérieure et intérieure, l'élégance vestimentaire comme l'élégance de la façon dont vous vous exprimez, dont vous habitez le monde, vivre dans l'ordre et dans l'harmonie, viser la beauté et l'excellence, tout cela, c'est déjà une prière. Si notre corps est le temple de Dieu, nous devons nous respecter nous-mêmes et respecter l'autre. Même l'athée le plus convaincu, je pense, peut entendre cela. S'il ne le peut pas, ses oreilles n'ont pas à se retrouver dans mon émission. Se simplifier, former, fond, exigence et rayonnement, il faut supprimer le superflu. Attention toutefois, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo, cité par Hugo Jacomet. L'apparence n'est pas qu'un détail, n'est pas un détail, elle exprime intérieurement qui nous sommes. Soignez votre manière d'être, de parler, d'agir, c'est aussi cela, évangéliser. Et bien entendu que certains qui ont une apparence merveilleuse sont de réelles ordures, bien entendu aussi que certains qui présentent mal, pour le dire très rapidement, sont finalement des personnes de bien, mais vous avez compris que sur une courbe de Gauss, généralement, tout cela veut dire beaucoup. A l'inverse, l'orgueil moderne se manifeste par une autosatisfaction creuse, une revendication folle d'indépendance absolue. Le monde moderne contre le christianisme, le monde moderne dont le communisme représente le fruit ultime, prétend faire de l'homme le maître absolu de la terre, voué à la transformer, à la dominer, à la détruire, sans autre finalité, comme on voit ce que fait l'Union européenne à notre terre française et à nos paysans français qui meurent à raison d'un suicide par jour et à raison de la disparition de notre agriculture française, pourtant joyau de ce pays. Cette vision est à l'exact opposé du christianisme. Le but ultime du christianisme n'est pas la transformation du monde, mais que tous soient à Dieu dans l'amour et la joie éternelle. Conclusion, aimons Dieu. Au terme de ce parcours, une phrase suffit pour résumer la pensée de Doja. Aimons Dieu, car en aimant Dieu, l'homme retrouve sa vérité, sa liberté, son ordre, son équilibre, son courage, sa dignité, et il retrouve enfin la force de lutter contre le mal, d'éclairer le réel, de travailler, de prier, bref, de vivre
pleinement. Troisième et dernière partie, Socrate et Chateaubriand, le corps comme condition de la pensée comme justification du corps. Deux voies éloignées, une même exigence. Il peut peut-être sembler surprenant de rapprocher Socrate, père de la philosophie occidentale du 5e siècle avant Jésus-Christ, Chateaubriand, écrivain catholique majeur du romantisme français. L'un comme l'autre affirment, chacun à leur manière, qu'un homme ne peut prétendre à la hauteur morale, intellectuelle ou spirituelle s'il néglige son corps. Ce rapprochement éclaire notre époque où d'un côté le corps est idolâtré dans son apparence mais abandonné dans sa fonction. Faiblesse, sédentarité, fragilité. Et où, de l'autre côté, l'esprit souffre d'un nihilisme diffus, une perte de sens et d'une incapacité à supporter l'effort intérieur comme extérieur. Citation donc de Socrate, « Aucun homme n'a le droit d'être un amateur en matière d'entraînement physique ». Cette formule est attribuée à Socrate et résume une identité profondément grecque. L'homme doit être un être complet et l'éducation véritable inclut autant la formation du corps que celle de l'esprit. Le corps comme devoir moral. Pour Socrate, négliger son corps n'est pas seulement une faute contre soi, c'est renoncer à développer le support même de la vertu. Le philosophe grec sait que un corps faible rend l'âme instable, un corps indiscipliné rend l'homme esclave de ses passions et pulsions, un corps non exercé n'a pas la force de suivre une volonté droite et adroite. C'est le principe grec du kalos kagatos, la beauté et la bonté, l'harmonie du physique et du moral. Vous savez que je m'y reconnais pleinement. Discipline, sport, rudesse nécessaire, ascèse volontaire, tout cela construit une colonne vertébrale, morale comme physique. L'entraînement comme antidote au laisser-aller moderne et donc au nihilisme. Notre époque produit tout l'inverse. Des enfants sédentaires, nourris aux écrans et au sucre, des adultes épuisés sans avoir rien fait ou pas grand-chose, qui sont au crochet d'un état minable de 0 à 25 ans pour leurs études et veulent encore être au crochet d'un état minable de 60 ans à 100 ans. Donc, si vous faites le calcul, de 0 à 25 plus de 60 à 100, ça fait 65 ans au crochet de l'État et travailler, 35 ans. Comment vous voulez que ce soit possible ? Bande de merde. Aïe, aïe, aïe. Notre époque produit également une peur du risque terrible, une dépendance totale à la technologie. On a cru protéger en aseptisant, on n'a fait que fabriquer de la faiblesse. Socrate aurait considéré cela comme une faute majeure. Chateaubriand, un homme malade ne peut s'élever à la hauteur des pensées d'un homme sain. Chateaubriand, au XVIIIe et XIXe siècle, dans ses Mémoires d'outre-tombe, médite sur la relation entre vitalité physique et élévation spirituelle. Pour lui, l'homme malade n'est pas seulement celui dont le corps souffre, mais celui qui est affaibli, cassé, vidé de sa vitalité, de sa force intérieure, de son âme. La maladie moderne, le nihilisme et la fragilité. Je le note, aujourd'hui, la grande maladie n'est pas biologique, mais anthropologique. Le nihilisme, la perte de sens, l'anomie, l'incapacité à supporter la moindre épreuve, cette fragilité psychique, intellectuelle, mentale qui fait que vous êtes soumis aussi à tout ce qui se trame dans cet état qui veut votre destruction et votre mort, est favorisée par l'hyperprotection, la disparition de la transcendance, l'obsession du confort, la désertion du sport et de l'effort, y compris intellectuel et même spirituel. Chateaubriand y verrait une génération malade, non pas par les virus et les corumes, mais par l'effondrement intérieur de vos colonnes vertébrales. La santé comme condition de la pensée élevée, pour Chateaubriand, la vigueur physique permet de supporter la solitude, d'affronter les peines, d'endurer les responsabilités, de viser le beau, le grand, le vrai, le juste. Un esprit sain exige un corps capable de tenir face à la fatigue, face aux contraintes, face aux combats à mener. Sans cette assise physique et intellectuelle, l'homme s'effondre dans la passivité, la moyenne, la médiocrité. La convergence entre ces deux auteurs, Socrate et Chateaubriand, la visée de la verticalité, quitter le monde désespérément horizontal.
Élever l'homme implique de le rendre robuste. Nos deux auteurs affirment une vérité que l'éducation moderne refuse d'entendre. L'homme en bonne santé du corps est plus apte à se hisser à une vie profonde, droite, moralement exigeante. A l'inverse, la faiblesse du corps se répercutera sur la volonté, le courage, la lucidité, la capacité à agir et la résistance au mal. Socrate parle de formation et de devoir, Chateaubriand parle de profondeur de l'âme. Moi, je parle de nécessité de former des enfants forts, capables de défendre et de se défendre. Nous disons la même chose. Actualisation, une éducation qui refusera le réel. Une éducation qui refuse le réel produira inévitablement des hommes faibles. Le fantasme de l'enfant sans risque, les bulles, les distances absurdes, les masques. Et oui, je reviens encore dessus. Pour une maladie désespérément bénigne, tout cela exprime une idéologie éducative qui ne supporte plus le réel. Résultat, on ne prépare plus des adultes, mais des adolescents qui croient avoir raison, sans jamais se remettre en question. On fabrique des êtres vulnérables, anxieux, dépendants. Socrate et Chateaubriand contre l'aseptisation, les deux seraient unanimes. J'en suis certain. Une éducation sans risque, c'est une éducation sans grandeur. Et oui, la grandeur, c'est de droite. Et non, bref, débat inintéressant pour le coup. Le risque, modéré, maîtrisé, assumé si vous voulez, est absolument essentiel pour apprendre à juger, affronter, choisir, s'affirmer, résister et devenir quelqu'un avec une âme, un caractère. Conclusion, restaurer la hauteur, par la force, par le sens. J'espère que vous n'êtes pas gêné par ma machine à laver qui tourne. Ce rapprochement éclaire mon propre idéal éducatif. Former des corps solides par le sport, par l'effort, par l'hébertisme, c'est-à-dire l'éducation à la nature pour faire très simple, les activités à l'extérieur. Forger des esprits droits et adroits. Lecture, philosophie, foi, discipline, réintroduire le courage dans l'éducation. Refuser l'égalitarisme mou qui nie la hiérarchie naturelle des efforts et des talents. Oui, certains sont supérieurs, c'est comme ça. Redonner à l'enfant le goût de devenir un homme debout, et ceux qui sont supérieurs doivent vous servir de modèle pour vous progresser, et peut-être réussir à les dépasser. Socrate aurait dit « Tu veux penser juste ? Commence par être fort ». Chateaubriand aurait ajouté « Tu veux atteindre les hauteurs ? Ne te laisse pas affaiblir par le confort ». Moi, en toute modestie, je vous ajoute en conclusion « Former un enfant, c'est l'armer pour le futur, c'est le rendre capable de vivre réellement ». Cette émission est préparée en amont, je ne fais toutefois pas de travail de redécoupage. Parents, votre rôle est d'inculquer à vos enfants des valeurs saines et naturelles. Laissez-les être naturellement curieux d'apprendre, enrichissez leur monde, éveillez-les, veillez à et sur leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran et ceux qui le regardent sur les écrans notamment. Prenez enfin le temps de communiquer avec leurs enseignants. Vous faites et devez absolument faire partie de la coéducation. Notre rôle à tous, membres de la communauté éducative que nous sommes, est avant tout d'aider à la formation des valeurs saines et encore une fois naturelles. La première d'entre elles étant la curiosité. Plus tard, nos élèves, notre jeunesse, nos enfants, nos élèves, je l'ai déjà dit, feront leur choix personnel en responsabilité. Ils auront à leur disposition la base solide inculquée par nos soins et leurs expériences guidées qui feront d'eux des individus uniques, mais faisant partie d'un tout qu'ils chercheront à mener plus haut. Ils disposeront d'un esprit critique affûté tel une lame de rasoir. Avec les valeurs que nous leur inculquerons, ces valeurs saines, nous éviterons 99% des bêtises potentielles futures à tous les niveaux. C'est bien pour cela que j'ai choisi la grave voie de l'instituteur, afin de les mener fermement sur les voies caillouteuses, mais il n'y en aura que plus de mérite d'en sortir quelques beaux joyaux. Sortons-les, malgré ces voies caillouteuses du nihilisme actuel de ce monde. Protégeons l'enfance dans son innocence. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être et enfin à savoir devenir. Au revoir, baseball.